La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait des années que je me dis qu'il faudrait faire un épisode sur la mixologie. Alors quand j'ai vu que Benjamin Roubert était au Festival des Terroirs en même temps que moi, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion. Benjamin est consultant en mixologie et bartending et a créé pour cela Embrun Signature Drinks. Et j'ai adoré notre discussion. Créer des cocktails est tout aussi fascinant que créer un dessert. Formé à la cuisine, amoureux du goût juste et des équilibres subtils, Benjamin nous raconte son parcours atypique, de Montréal à Lyon et de la salle au bar, et sa passion pour les infusions, les spiritueux français et la création sans prétention. Un cocktail réussi selon lui, il rassemble, met à l'honneur un produit de saison ou fait vivre une émotion, et parfois tout ça à la fois. Bonne écoute! Bonjour Benjamin. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, je suis content d'être à Lyon, ça fait un rappel de bons souvenirs. Ça fait 2 ans que je suis pas venu au salon, donc c'est cool d'être là. Moi aussi, parce qu'effectivement, on enregistre dans le cadre du Festival des Terroirs. Et je suis très contente de pouvoir faire cet épisode avec toi. En fait, je regardais, tu vois, toutes les tables rondes qui allaient être faites. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un avec la mixologie, je me suis dit que c'est un sujet que j'ai très envie d'aborder depuis super longtemps. Parce que je trouve que dans le traitement des saveurs, etc., je pense qu'il y a plein de parallèles avec la pâtisserie, avec la cuisine en règle générale, mais du coup, moi, mon thématique, c'est plutôt la pâtisserie. Et du coup, j'ai très envie de rencontrer un spécialiste dans le domaine depuis assez longtemps, donc je suis contente de pouvoir discuter avec toi. Je suis content que tu aies pensé à moi et que tu m'aies proposé de faire ça, donc j'ai jamais fait, donc c'est la première fois pour moi. C'est vrai que la pâtisserie et la mixologie se ressemblent pas mal. Après, c'est vrai que nous, on a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, puisqu'on a la dilution, donc ça va atténuer les saveurs. On a le froid qui va aussi atténuer les saveurs et le fait de tout mélanger. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que nous, on a pas mal de choses à prendre en considération quand on crée une carte, quand on crée quelque chose. Après, on a l'avantage de l'alcool, vu que c'est un solvant, ça donne beaucoup plus de longueur. Et les infusions vont être beaucoup plus importantes que sur du sans-alcool. Mais c'est vrai que nous, on va quand même être beaucoup plus limité sur les jeux de texture. Effectivement, moi je trouve que c'est tout ça qui est très intéressant parce que, comme tu l'as dit, je pense que il y a toute cette histoire de texture que tu n'as pas, mais en plus de goût qu'il faut amplifier et tout. Enfin, j'ai plein de questions. Pour commencer, peut-être mes petites questions un peu rituelles du début. Toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Mon dessert préféré, je suis très salé déjà de base, donc okay. Moi comme je viens du sud-ouest, c'est vrai que c'est charcuterie, fromage à fond. Mais après, je pense que les souvenirs qui vont le plus me marquer, c'est le tiramisu de ma mère, parce que ma mère est d'origine italienne. Donc je pense que ça va être vraiment celui-là. Et après, il y a aussi quand même le truc qu'on mangeait pas mal avec ma grand-mère, c'était le flan coco. Ok. Alors que pourtant j'aime pas le sucre, c'est très sucré, mais c'est le seul truc où vraiment là j'y vais à grand cœur. C'est quoi pour toi le cocktail parfait pour fêter le printemps? Tu vois, c'est la saison là, il commence à y avoir du soleil et tout. Ça... Alors moi, j'ai beau faire de la mixologie, parce que j'ai du mal à dire quand on dit on est mixologue, j'ai beaucoup de mal avec ce terme-là. Pourquoi ? Je trouve que... Pourquoi tu préfères dire je fais de la mixologie que je suis mixologue? Parce que le terme mixologie existe depuis très longtemps. En fait, on l'a pas inventé, ça a été inventé assez tôt. En fait, dès qu'on a commencé à faire des cocktails, la mixologie, en fait, c'est le fait de faire toutes ces préparations en amont et de se les faire soi-même. Donc ça, c'est un terme américain qui a apparu dans les années 1800, enfin fin 1800. Donc en même temps que Jerry Thomas. Donc du coup, c'est vrai que c'est un terme qui me dérange pas d'être employé. Okay. Mais le terme mixologue, il est apparu assez récemment, pour se dire, en fait, on est barman, mais on fait plus. Mais pour moi, quand on est chef pâtissier d'un restaurant étoilé, on est chef pâtissier quand on est chef d'un restaurant étoilé ou d'une brasserie ou
peu importe, d'un petit restaurant, on est chef. Notre titre, le métier qu'on fait, c'est du bar. Ouais. On est barman. Après, ce qu'on fait en amont, oui, c'est de la mixologie. Mais de dire qu'on est mixologue, je trouve que c'est se mettre dans un autre segment et se dire on fait pas la même chose. Oui, on fait pas la même chose, mais on fait tous la même chose à la base, c'est du service. Donc même si on a notre approche, c'est comme un restaurant étoilé, un bistrot, c'est différentes thématiques, différentes approches. Et pour moi, il faut que ça reste quand même quelque chose de comment dire, d'accessible aux gens. Et en fait, je trouve que de se donner ce terme-là, c'est vraiment se mettre à part. Ok. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Du coup, j'ai oublié la question de base. C'était le cocktail pour fêter l'arrivée du printemps. J'allais revenir, mais c'était très intéressant cette petite parenthèse. Désolé, moi je pars assez vite dans les débats, donc j'en fais tout seul avec moi-même, donc j'ai l'habitude. Non, le cocktail du printemps, un cocktail que j'aime beaucoup boire quand il commence à faire chaud, c'est le Paloma. Donc c'est un cocktail qui vient du Mexique, alors que pourtant je suis pas fan de la tequila. Donc c'est tequila et c'est un soda au pamplemousse. Il y a un peu de jus de citron vert, un dash de sirop d'agave, un petit rime au sel, qu'on a un truc hyper frais, hyper léger. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup boire, que je bois hyper facilement. Parce qu'en fait je me rends compte qu'avec le temps nos goûts ils changent. Et au début je buvais plutôt des Negroni par exemple, donc hyper sec, hyper amer. Et ou un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est pas vraiment un cocktail, mais c'est un quinquina. Donc un vin muté à base de quinine, comme vous prenez Bonal, vous prenez bière, vous prenez Cap Corse Matic, qui est très bon d'ailleurs, et vous le topez à l'eau gazeuse. Juste ça. Ça c'était ma passion, et c'est vrai que le Paloma est un bon cocktail pour moi. Comment tu t'es intéressé à tout ça ? Qu'est-ce qui a été le point de départ un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a plu dans... Alors moi j'ai commencé en cuisine en fait, donc du coup ça m'aide énormément pour le bar. J'ai fait du service après parce que j'aimais pas être enfermé. Je détestais vraiment être enfermé dans un même lieu toute la journée avec les mêmes collègues. Pas que j'aime pas les gens, mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout en cuisine, avec le stress, avec le travail, bon, et la mentalité cuisine aussi à l'époque, ça finissait vite aux mains. Donc c'est un truc qui m'a vite agacé d'être enfermé. Et en fait, j'aime le contact avec les clients. Donc du coup, j'ai fait du service. Et en fait, ce qui me manquait dans le service, c'était de faire quelque chose de mes mains et la créativité. Donc du coup, en fait, le bar est venu vraiment rapidement comme ça en tête. Et j'ai commencé, donc j'ai fait pas mal de bars tout seul en autodidacte à Montréal, en Australie. Moi, j'avais fait de la plonge, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait de la réception. J'ai touché un peu à tout avant. J'ai été responsable de salle. Et après, je suis passé au bar en Australie. J'ai fait un peu au Canada, des pubs, un peu touché au cocktail. Mais il y avait toujours ce truc où j'ai toujours fait mes sirops maison parce que j'ai fait de la cuisine. Donc, en fait, il y avait toujours eu ce truc-là de faire les trucs maison. Et après, j'ai décidé de venir à Lyon et faire l'antiquaire, en fait, parce que j'avais pas de base de classique. Et qui, pour moi, aujourd'hui... tu peux pas te prétendre à être un bon barman si tes classiques tu les connais pas, si t'es spiritueux tu les connais pas. Tu peux pas faire de cocktail signature vraiment propre. Et encore, je dis signature parce que j'aime pas dire création, parce qu'aujourd'hui pour moi on crée plus rien. Il y a tellement de choses qui existent. Je veux dire, j'ai rien breveté dans les recettes que je fais. Et en fait, on s'inspire tous de quelque chose. Donc du coup, j'ai fait vraiment, pour en arriver à ce niveau-là, pour moi il fallait vraiment cette base classique. Donc je suis allé à l'antiquaire, qui est vraiment tourné que sur ça. Et c'est en faisant l'antiquaire, en faisant les classiques, alors que pourtant je suis quelqu'un qui aime créer, où je me suis pris de passion à ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de possibilités déjà en étant simple dans notre approche, donc c'est-à-dire juste utiliser des alcools, quelques sirops déjà tout faits, des bitters, des vermouths, du vin, que vraiment je me suis pris de passion. Donc d'abord t'as commencé vraiment en te disant moi j'ai envie d'imaginer un petit cocktail, moi je vais le faire, tiens je vais prendre tel sirop que j'ai fait, etc. Et puis du coup je les assemble. T'as déjà commencé du coup par ça avant d'avoir toute la base. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que du coup dans un deuxième temps ça t'a apporté d'avoir la base des cocktails classiques Ça t'apporte une facilité de changement de produit déjà, parce que du coup en fait tes cocktails classiques, s'ils sont classiques, c'est que ça plaît et que les balances elles sont bonnes. Donc déjà ça te permet d'avoir une palette de recettes déjà en tête. Donc quand tu veux switcher et faire un twist de classique, c'est beaucoup plus simple de changer un ingrédient, le remplacer par un autre qui est similaire ou qui va avoir les mêmes notes. Parce que des fois, moi je fais des cocktails, je fais un twist de classique, l'ingrédient n'a rien à voir, mais sur la palette aromatique on s'en rapproche. Et pourtant, c'est pas du tout la même catégorie d'alcool. Donc c'est vrai que, en fait, je pense que si j'avais pas eu ces classiques qui m'ont permis d'avoir vraiment autant cette base de données, je pense que je serais pas aussi bon dans ce que je fais aujourd'hui. Oui, t'as vu un avant-après dans les cocktails que tu faisais toi sur l'équilibre, etc. Et même les connaissances.
une connaissance quand tu fais du classique, quand tu apprends un peu l'histoire de chaque cocktail, quand tu apprends aussi tes produits, juste ne serait-ce que ça, que tu parles avec tes producteurs, que tu comprends comment sont faits ces produits, donc la distillation, en fait, tu te rends compte qu'il y a une logique. Et vraiment dans le spiritueux, moi je suis pas le par cœur, j'ai jamais aimé l'école. Dans le vin, il y a vraiment cette notion, il faut connaître tous les terroirs, c'est vraiment beaucoup de par cœur à apprendre. Et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors que le spiritueux, quand tu as compris la logique d'une famille de spiritueux, tu comprends en fait tout le dénouement et pourquoi la palette aromatique va changer. C'est hyper intuitif, je trouve, beaucoup plus que d'autres milieux. Et ce qui te permet de vraiment de travailler beaucoup plus facilement, à mon sens. Voilà, pour ces changements-là. Alors, comment ça se passe quand tu imagines un cocktail ? Peut-être d'abord, qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, pour un cocktail réussi ? Tu vois, qu'est-ce qui est important d'avoir ? Parce que je trouve qu'en plus, dans les cocktails, t'as plein de trucs très très différents entre des univers très fumés ou des univers beaucoup plus floraux, etc. Enfin, je trouve que t'as des choses très différentes. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut un petit peu, tu vois, pour être sûr qu'on a un cocktail réussi ? Et après, dans un deuxième temps, toi, comment tu les imagines ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors, réussir, je dirais c'est compliqué de le dire s'il y a une réussite parce qu'en fait, on fait un métier tellement subjectif. J'ai 2 frères et on n'a pas le même palais alors que pourtant on a mangé les mêmes choses toute notre enfance. Donc c'est un métier hyper subjectif. Chose, Donc en fait, moi il y a des choses que j'adore que d'autres gens n'ont pas aimé. Donc réussir, non, je pense que quand tu t'établis ta carte, par contre du coup c'est justement là où il faut que tu diversifies tes cocktails, justement pour essayer de plaire à la majorité. Donc je pense que pour moi un cocktail réussi déjà c'est quand tu comprends ce que tu fais. Et pour moi aujourd'hui c'est le plus important. Et quand je forme des gens, c'est que s'il met un ingrédient, je veux qu'il sache pourquoi il a mis. Que ce soit sur la balance acide, le sucrant, pourquoi il a travaillé de telle façon. Et alors ça paraît dur comme ça, mais en fait on le sait tous. En fait on le sait tous pourquoi à l'intérieur de nous, c'est de l'instinct. Mais de mettre un mot dessus, c'est très dur. Mais je pense réellement que quand tu comprends ce que tu fais et que tu as une logique simple, pourquoi ça a tel goût, je le travaille comme ça. Je veux que le cocktail soit rendu là, mais pourquoi tu le veux comme ça ? C'est vraiment ça qui te permet d'avoir un cocktail réussi. En fait, il faut que tu comprennes ce que tu fais, déjà que tu as envie de le faire. Ouais. Et vraiment, je pense que l'instinct. Après, ça vient avec l'expérience de plus en plus, mais on s'inspire tous de quelque chose. Aujourd'hui, tu as les réseaux, tu as YouTube, tu as plein de livres de bar. La nourriture, moi, je m'inspire énormément des chefs, de ce que je vois. Aujourd'hui, le niveau que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé avec des grands chefs aussi, et que je les ai vus travailler, et c'est des gens passionnants qui t'expliquent les fonctionnements. Et moi, après, j'ai besoin de comprendre la logique, donc je vais foncer là-dedans, et essayer de comprendre encore plus, gustativement parlant, pourquoi ça fonctionne comme ça. Après, je vais chercher la balance d'acide, de sucrant, comprendre comment ça réagit, si je le travaille d'une telle façon, si c'est en infusion, si c'est en sirop, si c'est en acidifiant. Et du coup, en fait, c'est ça qui te permet après de comprendre ton produit et d'arriver à l'intégrer plus facilement et d'avoir un cocktail qui est beaucoup plus homogène et intéressant. Et aujourd'hui, tu as tellement de techniques qui font que pour avoir un cocktail réussi, en fait, c'est juste toi, ta réflexion et ta passion. Pour moi, il n'y a pas d'autre secret réellement. Toi qui viens en plus de la cuisine, comment est-ce que ça se passe ? Tu parlais au début justement de toute cette histoire de les goûts sont, enfin c'est pas que les goûts sont pas les mêmes, mais c'est que le froid va masquer, enfin va en tout cas plus ou moins, tu vois, moins exacerber les goûts, ou tu vois comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on travaille avec toujours un alcool, enfin toujours un alcool pas forcément parce qu'on peut faire des cocktails sans alcool, mais du coup justement qu'est-ce qui est un peu le point de départ, tu vois, et comment ça se construit un cocktail ? Alors le point de départ, déjà, c'est ta dilution, parce que nous, c'est le plus important dans un cocktail. T'es obligé de travailler avec le froid. Après, il existe des cocktails chauds qui sont très bons, comme le Blue Blazer, qui est un cocktail classique, créé par Jerry Thomas, qui est un très très bon cocktail. Mais vendre des cocktails chauds en plein été, un peu compliqué. Bah attends, du coup, c'est fait comment ? Enfin, est-ce que c'est comme un old fashion, en fait, et tu le fais flamber. Il s'appelle le Blue Blazer, parce que, en fait, tu le passes d'une tine à une autre, ce qui fait que tu as une flamme bleue qui apparaît quand tu le fais. Alors, c'est très spectaculaire, c'est magnifique, et c'est un très très bon cocktail. Du coup, c'est tiède quand on le boit. Alors, c'est tiède, on aurait tendance à croire, parce que du coup, il y a une évaporation d'alcool, mais comme c'est chaud, ça monte beaucoup plus vite dans le sang. Et donc, 3-4, là, je pense que la soirée a fini un peu mal pour toi. Donc, il faut faire attention avec ce cocktail-là. Mais sur les cocktails froids, en fait, t'as vraiment ce truc-là. Si tu le fais shaker, déjà, tu sais que t'as à peu près entre 15 et 20% de dilution. Si tu le fais à la cuillère, t'as entre 5 et 10%. Tout dépend comment tu le fais.
et du barman qui le fait aussi, parce que il y a 2 écoles. Par exemple, à la cuillère, quand tu le dilues, moi je suis de l'école de ceux qui aiment pas trop le diluer, pour que quand tu l'aies, ça soit un peu fort, mais quand tu arrives à la fin de ton cocktail, il soit toujours bon. Ou ceux qui aiment le diluer parfaitement dès le départ, ce qui fait que quand tu l'as au début, il est super bon, mais si t'as un peu tardé à boire ton cocktail, à la fin, t'as que de l'eau, en fait. Donc, du coup, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a ça. Par rapport à un plat où, en fait, t'auras pas cette problématique-là, dans un cocktail, effectivement. S'il est sur glace, il y en a qui sont pas sur glace, comme les sours, parce qu'ils sont shakés. Mais c'est vrai que t'as ce problème-là aussi. Donc là, il y a plusieurs écoles aussi, et ça, c'est vraiment subjectif aussi. Comme je te dis, moi, je suis vraiment de l'école de ceux qui préfèrent le sous-dilué, pour que le cocktail, en fait, t'arrives au milieu, il soit parfait, et que t'arrives à la fin, il est encore bon. Mais par contre, au début, oui, ça va être un peu costaud. Mais ça, c'est moi l'école que j'ai appris à l'antiquaire, et qui me va, et qui me correspond. Mais ceux qui font l'opposé, ça veut pas dire que c'est mal, c'est juste une autre vision. Si tu fais là, par contre, où vraiment, et ça, c'est très important, c'est le shake. Le shake, moi, je vois pas mal de barman qui essaient d'avoir le plus beau shake au monde, à essayer de shaker pendant 15 minutes et de faire des grands gestes. Bah, si tes glaçons ils font pas un 8 dans ton shaker, bah, en fait, t'as tellement cassé ta glace que du coup, t'apportes une dilution trop importante. Oui, t'as certes descendu en froid, mais ta dilution, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va casser ton alcool. En gros, ça va séparer. C'est pas la même densité, c'est pas soluble forcément non plus totalement. Donc du coup, en fait, ça va séparer et tu vas le sentir dans la dégustation. En gros, tu vas avoir un truc qui va être alcooleux dès le départ, ça va s'effacer total et tu auras tout le sucre à la fin. Alors que si tu fais un shake qui est pas forcément le plus joli, et c'est pas grave, même s'il faut faire du chaud au bar, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que le client, quand tu lui as fait un cocktail, ta dilution, elle soit parfaite. Un cocktail qui est pas assez froid mais qui est bien dilué, tu le boiras. Un cocktail qui est complètement dilué mais qui est très froid, c'est vraiment pas agréable et en fait tu te dis il y a pas de goût quoi. Donc ça c'est un truc vraiment à faire attention. Quand tu fais tes cocktails, la dilution c'est vraiment l'ennemi du barman. Et après t'as le froid, oui c'est un ennemi parce que ça atténue les saveurs, mais comme je disais tout à l'heure, on a l'alcool, c'est un solvant. Donc en fait l'alcool de lui-même va quand même sortir, ça c'est pas un souci. Puis tu fais des sirops, tu fais des infusions. Donc on a quand même des techniques aujourd'hui qui nous permettent de faire avec du sous-vide. Bon, on n'a rien inventé, on sort tout ça de la cuisine, donc des fois, ça me fait un peu rire parce que on a l'impression qu'au bar, on fait des trucs magiques. Mais en fait, c'est des choses qui existent depuis longtemps, que les cuisiniers utilisent depuis des années. Là, on fait les fermentations. Nos grand-mères le faisaient. Donc en fait, aujourd'hui, c'est juste remettre des techniques ancestrales au bout du jour. C'est tout simplement ça. Donc on ne recrée plus rien et en fait, maintenant, c'est juste qu'on a la compréhension chimique, scientifique, pour pouvoir l'expliquer. Et du coup, de suite, ça prend plus de proportions. Mais ce qui nous permet aussi à nous de travailler mieux aussi de notre côté, quoi. Est-ce que, par rapport à, du coup, quand t'étais cuisinier, on réfléchit à un cocktail comme on réfléchit à un plat ? Alors, est-ce qu'il y a vraiment des différences dans la création ? Pour moi, non. Mais je suis pas forcément le meilleur exemple non plus parce que je suis un barman assez instinctif. Quand j'ai une idée dans la tête, déjà, voilà. Après, je suis basque, hein, donc je suis assez têtu. Et pour moi, en fait, tout fonctionne. Donc c'est juste ton cheminement et il faut que tu trouves une façon de le faire. Donc en fait, c'est juste que tu as des élaborations de recettes, etc. à faire qui te permettront d'arriver à un résultat. Mais je pense. Je suis pas vraiment. Enfin là sur ta question, je sais pas trop quoi répondre. Non, mais okay. Parce que je suis vraiment instinctif. Donc pour moi, oui, je le vois comme un cuisinier. Moi, j'ai travaillé en cuisine, donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est normal. Et comme je te disais tout à l'heure, je travaille avec logique. Donc si j'ai une grenade, ma grenade c'est pas un sucrant, c'est un acidifiant. Si j'ai un fruit de la passion, c'est un acidifiant, c'est pas un sucrant. Il y a un peu de sucre, normal, mais comme un citron, il y a du sucre aussi dedans, surtout le citron vert. Mais pour moi, quand t'as un produit, si tu sais qu'il est acide, il doit rester acide. Et c'est ta balance de sucre que tu règles. Donc moi, je le vois comme un cuisinier. Et un cuisinier fera la même chose aussi. Hein. Pour moi, il faut aussi doser son sucre différemment. Parce que si tu prends les recettes classiques, tu as 1 kilo de sucre, 1 litre d'eau et 500 grammes de fraises. Pour moi, ça, c'est pas viable. Donc je vais utiliser plus à la manière d'un cuisinier. On va faire des fraises sous vide, un peu de sucre, 15%, entre 10 à 20% maximum. Donc oui, j'ai un sirop qui me coûte cher, mais qui va être beaucoup plus fort. Donc ça, c'est pour la création de cocktails, entre guillemets, où ça, je pense que la cuisine est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui à prendre en compte, surtout chez les barman. Après, je suis pas sûr que tous les barman pensent comme ça. Je pense que le plus facile chez les barman, c'est de se dire, on prend un cocktail et on change des ingrédients.
Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on a une base. C'est ce que tu disais, t'as la base et puis. C'est ça en fait, et c'est le plus simple. Et c'est vrai que ça marche. Et franchement, tu fais ça, si t'as pas envie de te prendre trop la tête, ça marche super bien. Prends un ingrédient. Là, tu vois le cocktail qu'on va faire tout à l'heure. Tu prends un Vulson, tu prends du sirop de miel, t'as un peu de solution saline et du jus de citron. En gros, si tu veux, c'est comme un whisky sour, si tu veux, ou comme une Tommy's Margarita, où j'ai enlevé le mezcal, je mets le Vulson, j'ai enlevé l'agave, je mets le miel, je mets pas du citron vert, je mets du citron jaune. Ouais. Et les bains sont un peu les mêmes. Donc, en fait, c'est facile si tu veux le faire à la maison, mais pour ça, il faut une base de données, je pense, assez conséquente en termes de classique pour pouvoir y arriver. Ouais. Tu disais, finalement, toi, du coup, t'as la même approche qu'en cuisine, etc. T'en parlais tout à l'heure, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de texture. C'est forcément liquide. Quoi que tu peux rajouter un peu du sel ou des petits sucres pétillants, etc. pour apporter un peu une sensation différente. Mais du coup, justement, comment est-ce qu'on travaille les saveurs, quand on va être tous sur la même texture? Comment est-ce que tu fais ressortir certaines choses, par exemple, à certains moments ou quoi? Alors, déjà parce que tu as des températures d'infusion, donc des notes florales, tu vas pas le faire pareil. Par exemple, tu utilises du géranium, et encore le géranium, ça accepte la chaleur. Mais si tu prends par exemple de la tagette mandarine, que tu veux faire une infusion à la tagette mandarine, tu vas faire une infusion qui est beaucoup plus légère à 32 degrés, tu dépasses pas les 35. Tu fais pareil avec les épices, tu peux aller beaucoup plus loin, donc des infusions beaucoup plus poussées. Donc en fait, tes préparations, elles auraient pas les mêmes intensités en fait. Donc du coup, forcément, dans ta dégustation, même avec le froid, tu auras quand même une sorte de palette différente à certains moments de ta dégustation. Après, pour vraiment jouer, et tu peux jouer sur les textures légèrement, c'est faire des huiles infusées. Donc, tu prends une huile de pépin de raisin qui est neutre, t'infuses du kombu par exemple, donc tu auras une huile d'algue qui va être en suspension sur ton cocktail, et le gras va rester au fond du palais. Donc tu as une sorte de double dégustation quand tu bois ton cocktail. Des billes, des mousses, des espumas, la clarification aujourd'hui avec le lait par exemple, tu as le lactosérum qui va rester. Ça va te donner quelque chose de beaucoup plus poli, une légère gras en bouche. Et tes arômes ne seront pas les mêmes non plus. Donc en fait, tu le sais pas vraiment en amont avant de l'avoir fait, comment vraiment à la finalité de ton cocktail. Surtout dans la clarif, quand tu fais une clarification, alors là, il n'y a qu'à la fin de ta clarification que tu vois vraiment le résultat. Mais le sel aide pas mal parce que c'est un exhausteur de goût aussi. Donc ça, c'est vraiment à la fin que tu te rends compte exactement. Donc du coup, c'est pour ça que je te disais, quand tu fais un cocktail signature, il y a vraiment qu'à la fin où tu vois quel arôme va être en premier, quelle va être la tête, quelle va être le milieu et quelle va être la fin. Et donc là, c'est à toi de revoir tes preps en fonction du résultat que tu veux. Après, à force de s'entraîner avec l'expérience, etc., tu sais comment ça réagit plus ou moins. Comme je disais, si t'es instinctif, un peu comme je le suis, tu sais qu'il y a des choses qui réagissent plus ou moins mal à la chaleur, qui vont être mieux en infusion, qui vont être mieux en huile. Ça, tu le sais, je saurais même pas te l'expliquer parce que c'est instinctif. Mais tu sais qu'il y a des ingrédients qui vont ressortir beaucoup plus. Après, t'as la fermentation aussi aujourd'hui. T'as pas mal de gens qui font ça. T'as Juan Carlos à Mimo à Lyon qui fait ça très bien, qui fait de la fermentation, qui fait des kéfirs, qui fait ses misos. Ça aussi, c'est super intéressant parce que ça donne des côtés un peu umami. Ça donne une sorte un peu de gras, alors qu'il n'y a pas de gras, hein, mais ça donne un peu cette texture un peu plus épaisse qui te permet de jouer sur des paliers en fait. Donc tu me dis que tu es très instinctif, qu'est-ce qui va t'inspirer un nouveau cocktail? Est-ce que si tu pars toujours... Tu vois, par exemple, une question qui me vient, c'est est-ce que tu pars toujours d'un alcool? Là, par exemple, donc on est sur le festival Tour des Terroirs. Est-ce que tu vois un alcool qui t'intéresse? Tu te dis, ça peut être intéressant. Comment ensuite... qu'est-ce que je vais ajouter autour pour et faire ressortir et faire en sorte que le cocktail soit plaisant? Est-ce que tu pars plutôt en te disant... je sais pas, tu vois, genre tiens, c'est le printemps, est-ce qu'on ferait pas quelque chose autour de la fraise et tu réfléchis à quel alcool tu peux mettre avec? Comment ça se passe? Alors après, moi je travaille comme ça, hein. C'est saison. Oui. De saison. Aujourd'hui, pour moi, de travailler des produits qui sont hors saison, ça n'a pas de sens. Quand j'ai un produit de saison, je le lis souvent avec un autre produit de saison. Mère Nature, elle est bien faite, donc en règle générale, quelque chose qui est de la même saison va fonctionner bien. Tu prends de la fraise, de la rhubarbe, c'est la même saison, ça marche très bien ensemble. Tu prends de la rutabaga par exemple et je sais pas, le kumquat, parce que c'est au même moment, ça marche très très bien ensemble. Donc que ce soit fruits et légumes, en règle générale, quand ça vient de la même saison, tu peux trouver quelque chose de super intéressant à faire. Et après, il y a sur les cocktails, là tu vois, c'est sur le salon, donc j'avais des alcools à faire, donc
c'est plus là, du coup, l'alcool que je veux faire ressortir. Donc là, le but était, quand on m'a donné un alcool de chaque, de comprendre ce que l'alcool en lui-même et me dire, ça, c'est ces notes-là, on va rester dans ce délire-là et je vais essayer d'amener des ingrédients qui me permettront de pas le masquer et de continuer sur la lignée de l'alcool, en fait. Okay. Donc là, tu vois, Sabz, c'est c'est une fine de Bourgogne. Il y a du sumac, il y a de la grenade, il y a une clarification en lait de brebis, t'as un cochon maison, parce que je voulais quand même un peu de corps, et puis piment d'Espelette, on est un peu chauvin quand même sur les bords. Mais du coup, c'est vrai que quand tu fais une élaboration de cocktail, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend déjà. Si tu as des alcools déjà de base qu'il faut que tu passes, parce qu'en général c'est ça, on est quand même aussi là pour vendre, hein, donc pas avoir de stock qui dort, même si c'est pas périssable. Donc tu as des contrats des fois avec des marques. Donc en fait, tu as pas mal de facteurs vis-à-vis de ça. Ou après, des fois, quand j'établis une carte, j'ai une idée. Je sais pas, ça pop comme ça, il faut que je le fasse. Et tant que j'arrive pas au résultat, je vais me buter, moi, mais je suis assez têtu. Mais sur d'autres personnes, ça peut être une thématique aussi. Hein. Il y a pas mal de bars à cocktails qui font ça. Ça peut être une thématique que eux vont avoir. Ça peut être Picasso, ça peut être des écrivains. Moi, c'est pas du tout mon délire, mais parce que je suis beaucoup plus terre à terre et je suis vraiment en mode cuisinier. Donc, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là aussi, parce que du coup, en fait, ils doivent partir d'une idée d'un écrivain. Qu'est-ce qui leur inspire? Et du coup, ils sélectionnent l'alcool, ils sélectionnent les produits en fonction de ça pour arriver à un résultat. Donc, c'est tout aussi passionnant. C'est une différente approche. Donc, je pense réellement que là, en fait, sur le cocktail, je pense vraiment que ça dépend du barman totalement. Et non, mais là, c'était vraiment sur toi. Du coup, comment est-ce que toi, tu fonctionnes? Non, mais effectivement, du coup, c'est très intéressant de se dire que t'en as qui vont se dire, tiens, on se fait une thématique auteur français. Mais du coup, je trouve que, donc, toi, c'est très la saison. Ouais, la saison à fond. Et le produit, finalement, on part d'un produit, que ce soit un alcool ou un produit ou un fruit, de saison, quoi. Ouais, c'est ça, ou des fois, c'est un légume, et je dis, tiens, ça matche super avec bien un légume, ça, parce que j'allais dire, enfin, en fait, tu vois, ce qui me vient en cocktail, je vois le concombre. On retrouve pas mal, mais sinon... tu vois, j'avais un guest à faire avec une marque de whisky, légèrement tourbé. J'avais décidé de mettre ça avec du vin orange, parce que j'aime beaucoup ça. C'est super intéressant sur tes balances acides et en longueur en bouche, et ça apporte un léger gras aussi. J'avais fait avec de la Ritabaga. Parce que, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, ça marche. En fait, c'est vraiment, des fois, tu sais pas pourquoi, tu dis dans ta tête, j'ai goûté un truc, et t'as goûté l'alcool, et tu te dis, putain, ça matcherait super bien avec la date. Ou j'en sais, c'est vraiment comme ça, c'est instinctif. Et je me dis, si, pour moi, hein, et je pense que tous les cuisiniers c'est pareil aussi, si dans ta tête ça marche, c'est que forcément, à force d'expérience et à force d'avoir goûté plein de trucs, tu te dis, ouais, ça marche, mais il faut juste trouver la manière de le faire. Est-ce qu'il y a un nombre parce que tu vois, je sais que pour avoir discuté avec pas mal de pâtissiers et de pâtissières, t'as un peu la règle implicite de faut quand même pas aller au-delà de 3 saveurs et rester là-dedans. Est-ce que dans la mixologie, c'est pareil? Alors, dans la mixologie, on va te dire pas plus de 5 ingrédients. Ok. On t'a les règles de D3S, strong, sweet and sour. Donc ça, c'est une des règles. T'as aussi des dosages, entre guillemets, pas plus de 4 centilitres d'alcool. Donc oui, t'as des paramètres, mais après ça c'est les paramètres école, entre guillemets. Pour moi, t'es pas limité. T'es pas limité dans ce que tu fais. Je pense réellement que ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, si tu mets du vin orange, mon alcool il sera plus bas parce que j'ai apporté du vin en acidifiant. Donc c'est mon acidifiant, mais c'est aussi, faut pas oublier que c'est un alcool aussi. Donc t'as un degré. Donc du coup, je vais mettre plus de vin blanc pour avoir plus d'acidité. Je vais baisser mon alcool. Donc en fait, t'as pas vraiment de règles à partir du moment où tu commences à vraiment explorer un peu plus loin. Mais si tu restes en cas d'école, oui, t'as des règles à respecter. Ok, très intéressant. D'ailleurs, je te parlais de concombre, ça me fait penser l'eau au concombre, enfin boire de l'eau au concombre pour se laver le palais avant de boire un cocktail, c'est un mythe ou c'est un vrai truc? Alors moi, je suis pas partisan. En fait, ça te rafraîchit beaucoup. Le concombre, ça te rafraîchit beaucoup. Le mieux à faire, c'est tu bois de l'eau. Et ça s'arrête là. Classique, ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, ça t'apporte un goût. Pour moi, le concombre, ça t'apporte un goût. Tu vas prendre un cocktail au whisky et un verre en ça, on t'a servi un truc au concombre. Alors, moi, je suis désolé. Mais pourquoi on fait ça, du coup? Tu vois, parce que moi, j'ai toujours eu ce truc. Tu vois, ça m'est déjà arrivé d'aller, parce que j'aime bien, de temps en temps, je trouve que les cocktails, c'est vraiment quelque chose qui est chouette à découvrir. Et surtout, effectivement, je trouve à chaque fois, tu vois, quand c'est un bon cocktail, c'est exceptionnel. Enfin, tu vois, et j'aime bien aller, tu vois, à certains endroits, goûter des bons cocktails. Et effectivement, donc, ça arrive où tu vas dans certains bars
et on te sert d'abord un verre d'eau avec du concombre. Et tu vois, je me dis vraiment, est-ce que ça a un véritable intérêt? Pourquoi on fait ça? En fait, c'est pour se réhydrater. Si tu veux, en gros, on va te nettoyer le palais. Donc ça, je suis totalement d'accord, le verre d'eau, moi aussi, je suis mais partisan. Le concombre. Le concombre, c'est parce que c'est de la fraîcheur, en fait. Ouais, Je pourrais te mettre moi, de la c'est menthe. vraiment juste... Ça réhydrate beaucoup plus. En fait, t'as une sensation d'hydratation qui est beaucoup plus intense. Donc, moi, je trouve ça c'est sympa à faire. Je dis pas que j'aime pas l'eau au concombre, mais juste, je trouve que si t'as décidé de boire un cocktail qui est fort et que t'as bu du concombre avant, bah, t'auras quand même un peu le goût du concombre. Moi, je trouve ça dommage. Après, c'est vraiment pour la réhydratation. Et entre chaque cocktail, on te fera un verre d'eau pour vraiment renettoyer ton palais, pour que tu t'hydrates. Hein. Ça évite aussi les mal de crâne le lendemain. Hein, parce que quand t'es alcoolisé, c'est ça. C'est la déshydratation qui fait que t'es pas bien le lendemain. Hein. Donc, il y a ça aussi à prendre... je pense que les bars, il y a ça, cette notion de service aussi, surtout. Non, mais ça, effectivement, moi, c'était plus, tu vois, vraiment sur le concombre est-ce que le concombre en lui-même apporte un truc particulier? Mais du coup, merci. Parce qu'il pourrait te le faire à la menthe, aux mais effectivement, fleurs. Du coup, ça change un peu le goût. Enfin, du coup, t'es pas sur un palais complètement neutre, quoi. Exactement. Moi, c'est pour ça que j'aime pas ça. Comment ça se passe quand tu construis une carte, justement? Qu'est-ce qu'il faut comme, je sais pas, tu vois, est-ce que... il y a des règles, mais toi, tu dis, il faudra qu'il y ait, tu vois, tant de cocktails un peu comme ci, tant de cocktails un peu comme ça. Enfin, tu vois, parce que et je te dis vraiment, je trouve surtout t'as des cocktails très très forts, t'en as qui sont beaucoup plus légers. Enfin, t'as plein de choses différentes. Comment ça se construit? Alors, comme tu l'as dit, en fait, t'as des paramètres à prendre en compte quand même. Faut pas oublier qu'on est là aussi pour vendre. Ton but premier, c'est quand même ça en tant que barman, c'est de vendre. C'est comme un serveur. Même s'il y a la notion de service, d'hospitalité, on est quand même aussi beaucoup là pour vendre. Ouais. Le but, c'est de faire rentrer de l'argent, tout comme tout business. Donc le but, c'est de plaire à la majorité des gens. Donc pour plaire à un maximum, il faut forcément un cocktail de chaque style, un petit peu entre guillemets. Il faut quelque chose de frais. Il t'en faut un peu plus dans l'esprit apéritivo avec une légère amertume, mais qui se boit facilement. Il t'en faut un très sec, parce qu'il y a des gens qui aiment ça en fin de repas, ou même qui aiment juste des old fashion ou des dry martini. Il te faut un cocktail un peu long drink, gazeux, frais. Il te faut un cocktail un peu fruité. Donc quand tu établis une carte, il faut que tu aies un peu un cocktail de chaque, avec chaque identité entre guillemets, pour plaire à la majorité. Après, il y a des bars qui font pas ça, parce qu'ils ont une identité forte et les gens vont pour ça. Ouais. Après, tu fais en sorte aussi d'avoir un alcool un peu de chaque, pour faire plaisir. Et après, moi, quand j'établis une carte, je sais que il y a entre guillemets, j'aime pas les cartes à rallonge, donc moi j'aime bien les cartes où t'as 8 cocktails signature. J'aime toujours mettre des cocktails classiques en avant que les gens connaissent pas forcément en France. Donc j'en mets toujours 4. Ça fait déjà 12 cocktails. 12 cocktails, pour moi, une carte, c'est très bien. Et après, tu rajoutes 200 alcools ou 300 alcools, et là, t'es déjà bien. Mais en règle générale, ce que je fais, c'est, il y a toujours un signature hyper, où là, c'est pour moi, quoi. En gros, je me suis fait plaisir, j'ai fait le geek, c'est hyper complexe, je me suis amusé comme un fou. Je vais peut-être perdre les gens, mais c'est pas grave. J'en ai fait un comme ça, mais le reste de la carte, il faut la penser, tout en gardant son identité, à faire des choses que tu sais qui vont plaire quand même. Il y a combien de cocktails classiques? Ouf, te dire combien de cocktails classiques, je ne sais pas te dire. Il y en a tant que ça, parce que en fait, je trouve qu'on en connaît, pas tant que ça, non? En France, non, mais je te dirais, à l'époque, moi, je pense que j'en connaissais 130. Aujourd'hui, je travaille pas assez. Et 130, il y en a encore d'autres, parce qu'en fait, des classiques, après, t'as des cocktails qui sont classiques, mais qui sont des twists de certains cocktails. Oui, c'est ça, t'as des déclinaisons et tout, mais effectivement, la base. La base, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai, te quantifier ça, je pourrais pas te le quantifier. Ah non, j'aurais pas dit, tu vois, justement, je me suis dit, il y en a, je sais pas, tu vois, un nombre assez défini, genre, je sais pas, 20, et puis et après, c'est que des twists, C'est ça. Très intéressant. 6 questions. Est-ce qu'il y a un cocktail facile, justement, tu vois, si on veut en faire chez soi et tout? Alors, je trouve que c'est toujours très compliqué parce que... je trouve que c'est toujours compliqué de faire un cocktail chez soi, que ce soit sur les mesures, sur les trucs, ça a jamais un goût... Ouais, alors ça, je pense que c'est surtout... exceptionnel. Ouais, la technique. C'est plus la technique. En fait, compliquée. C'est pas tes dosages ou les ingrédients en eux-mêmes. Ouais. C'est plus ton shaker et les glaçons. Si t'as des glaçons, tu sais, avec creux à l'intérieur, en fait, quand tu vas commencer à shaker, ils vont se casser direct, et t'auras une dilution énorme. Ça va être forcément de l'eau. Le shake, ça, malheureusement, c'est de l'entraînement. Et je pense que c'est facile de le faire à la maison. Après, moi, je suis du milieu, donc c'est toujours pareil. Oui. Non, mais peut-être, est-ce qu'il y en a des plus faciles pour commencer, ou je sais pas, tu vois? Je te dirais, franchement, le Negroni. Ok.
cocktail facile, et tu peux le twister facilement à la maison, tu le pré-batches dans une bouteille, je sais pas, tu veux que ça ait le goût de rhubarbe, tu rajoutes des morceaux de rhubarbe dedans, tu laisses infuser dans ton frigo longtemps, tu fais comme tu sais comment on faisait les vins de fleurs de sureau, tout ça. Et en fait, tu peux faire ça aussi chez toi, prendre que des alcools, comme ça t'es sûr que ça bouge pas, hein, comme ça t'es tranquille, t'es pas en panique parce que ça a fermenté ou ça a adobé, mais tu prends que des alcools et tu te fais un Negroni à la maison à la rhubarbe par exemple. C'est super facile, les réglages ils sont faciles, 3 centilitres de chaque, tu mets tes glaçons, t'as juste à diluer un peu à la cuillère, il y a peu de chances de le rater, quoi. Après, si tu commences à faire des cocktails shakés comme un daiquiri, là je pense vraiment que c'est la technique, ouais. En fait, c'est pas qu'il sera pas bon, mais il sera dilué et du coup ta dégustation ne sera pas pareille. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure sur le shake. Si tu fais pas un 8, si tu fais pas un shake qui est correct, bah, ton cocktail il est pas bon. Et ça, c'est pas les ingrédients le problème, hein, c'est la technique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la mixologie ? Une passion, bah, avant tout. Une liberté aussi, hein, entre guillemets. C'est là où je me sens le plus libre et je suis dans mon monde, quoi. Tu me demandes de passer 3 heures dans un labo à faire mes preps, je vais être comme un fou. Par contre, je me lasse très vite. C'est-à-dire, j'ai fait une prep une fois, j'ai pas envie de la refaire. Et un cocktail, je l'ai fait une fois, ça va me saouler. Il faut que je rechange. Et encore, même des fois, il y a des cocktails que je fais, je suis satisfait sur le moment, 2 jours après, je suis plus satisfait, il va falloir que je rechange la recette. Donc moi, c'est vraiment, je pense, vraiment ce truc où en fait, c'est jamais arrêté. T'es toujours en train de chercher mieux, de toujours essayer de faire plus, de trouver de nouvelles saveurs qui s'allient. Moi, vraiment, ça, pour moi, la mixologie, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, tu peux pas passer ta vie dans un labo à faire ça. Il y a aussi le contact client qui est cool et de le partager avec les gens surtout. Ça, c'est dans la mixo, ce qui est intéressant, c'est vraiment après sans saouler les gens, mais tu vois parce que franchement, lui dire que t'as passé 12 heures à faire une prep, je pense que le mec il s'en passe quand il est au comptoir. Hein, ça non, mais c'est ce que tu disais. Du coup, t'as le contact client, quoi. C'est ça, t'as le contact client. Mais de l'amener simplement, de lui montrer que t'es passionné et de comprendre la philosophie de ce que t'as voulu représenter en le faisant, ça change tout aussi dans l'expérience. Moi, il y a peut-être des cocktails que j'ai faits qui étaient complètement perchés. Sans l'expliquer, les gens ils disent ouais, c'est un peu chelou. Mais en l'expliquant la philosophie de ce que j'ai voulu faire avant même qu'ils le goûtent, bah, les gens en fait ils ont plus du tout la même approche parce que bah, ils sont conditionnés un peu, ils ont compris ce que je voulais faire. Donc il y a ce truc là dans la mixo où je me dis en fait c'est tellement personnel, c'est tellement propre à chacun parce que chaque barman a différent sa vision. Je trouve que vraiment c'est la mixo, c'est vraiment un moyen de s'exprimer, de montrer qui on est. Ah, très intéressant. J'ai des petites questions pour terminer. Déjà, toi, c'est quoi ton cocktail classique Tu vois, genre là ce soir, là maintenant, t'as envie d'un cocktail, mais un classique, tu prends lequel ? Bah déjà, je t'ai parlé du Paloma, qui est vraiment un classique qui est hyper bon pour moi. Et alors, ça, il y a quoi dedans ? Du coup, c'était celui à la tequila, soda pamplemousse. C'est ça. Ok, pardon. Après, un autre que je pourrais te choisir, là, c'est l'été, je vais te dire Gin Basil Smash. Hein. Bon, franchement, Gin Basil Smash, tous les ans, moi, je les mets à la carte parce que bah, on a beau dire ce qu'on veut, c'est hyper simple, mais c'est tellement bon. Il y a celui-là. Et si je t'en prends un autre, je pourrais te dire peut-être le daiquiri quand même, parce que le daiquiri c'est vraiment mon cocktail, mais avec une pointe de sel. Et ça, c'était un collègue à moi qui faisait ça, et c'est vrai que la pointe de sel, ça change tout. D'ailleurs, t'as un spiritueux que tu trouves particulièrement pas facile ni pratique, mais tu vois que t'aimes bien utiliser dans tes cocktails parce que je sais pas, il apporte un petit truc. Alors moi en alcool, déjà je suis très alcool français, donc je t'avoue que j'aime beaucoup la fine de Bourgogne. J'aime beaucoup ce que fait Mathieu de chez Sabs avec sa fine. Je trouve qu'il y a une longueur en bouche, il y a une finesse excellente. Bah, l'Armagnac, hein, après c'est de chez moi, donc là encore on revient un peu, on est un petit peu chauvin. C'est quand même des alcools que j'aime beaucoup travailler et je travaille de plus en plus, comme je te disais, le vin orange, les ratafia, ça je travaille beaucoup. Et après en alcool de prédilection, j'en ai pas vraiment parce qu'en fait du coup comme je te disais, je me lasse vite, donc j'ai besoin de changement tout le temps. Des cocktails justement que t'as pu créer, c'est lequel ton préféré ? Est-ce qu'il y en a un pour lequel C'est pas celui que j'ai préféré en goût, mais que j'ai adoré faire vraiment de A à Z, c'était le Wespresso. Donc en fait, je l'ai appelé Wespresso parce qu'on utilise de l'Armagnac, c'est une petite blagounette pas très drôle. Et du coup, en fait, c'est à plus de l'Espresso Martini. Ok. Donc en fait, là, le principe était de vraiment être dans le fait de tout récupérer, ne rien perdre, zéro déchet.
et d'utiliser que 2 ingrédients. Donc, mais complètement remettre au bout du jour l'expresso martini sans caféine en plus et sans sucre ajouté. Sans caféine? Ouais, en fait, donc du coup, avec du décaf? Tu l'as fait? Du café de noyau de datte. Donc ça, ok, oui, il y en a. Ouais, exactement. Okay. Ouais. Ça, c'est les Bédouins qui buvaient ça. Et donc, j'avais découvert ça avec des amis à moi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, c'est sans caféine, il y a un léger goût de datte. Mais il y a un goût de café. Parce que ça m'a intrigué tout à l'heure quand j'ai vu. Alors, ça n'a pas autant de goût d'un café. Si tu prends, par exemple, du pruneau, ça aura plus. J'ai déjà essayé au pruneau, ça marche aussi. Ça n'a pas un goût de café. T'as la torréfaction, donc forcément, t'as ce côté toasté, torréfié que tu vas retrouver. Tout dépend de comment ils l'ont torréfié, en fait, du torréfacteur qui l'a fait. Hein. Mais ça n'a pas totalement le goût de café. Par contre, t'as quand même la même texture. T'as quand même cette mousse, t'as ce gras que tu vas retrouver. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de caféine. Donc déjà, donc ça, c'est pas mal. C'est plein d'oligo-éléments, de vitamines. Et moi, après, il y avait le délire de, comme je fais tout maison, il y avait ce délire-là de, j'avais pris la datte, le fruit en entier. J'ai pris la chair. J'ai fait une mélasse maison. Donc une mélasse de datte. Bon, c'est très long, hein, ça prend 6-7 heures. Mais du coup, j'avais un sucrant qui est bon pour les diabétiques aussi. Parce que du coup, ça, ils ont le droit. Donc j'ai pris ça. J'ai récupéré les noyaux, je les ai toastés et j'en ai fait un café. Et en gros, j'ai fait ma propre liqueur à base de blanche d'Armagnac. Donc en gros, j'avais que 2 ingrédients, de la datte, l'Armagnac. Okay. Et en gros, il fallait que j'en fasse 3. Donc j'ai fait un expresso de datte, j'ai fait une liqueur avec la mélasse, la blanche d'Armagnac et le café de datte, mais pas à chauffer. Hein. Du coup, j'ai fait une infusion. Donc ça, j'ai fait une infusion que j'ai dosée différemment. Et après, la blanche d'Armagnac qui me remplace la vodka. Donc la blanche qui remplace la vodka, le café de datte qui remplace l'expresso, et ma liqueur maison de datte qui remplaçait la liqueur café. Et du coup, j'avais un cocktail, en fait, 0 déchet, avec 2 ingrédients. Donc ça, c'était super intéressant à faire. Ah ouais, effectivement. Et un énorme travail. Ouais, beaucoup de travail, mais c'était super passionnant à faire. Selon toi, vraiment, le meilleur moment pour justement boire un cocktail? Tu vois, je trouve que pendant le repas, hors du repas, en apéro, en dessert, qu'est-ce qui est... Alors ça, je te dirais, ça dépend du moment et des gens avec qui tu es. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Alors, je bois pas à 10h du mat parce que je suis avec mes potes, hein, mais c'est juste, pour moi, il y a... Bon, c'est sûr que c'est le soir en règle générale un cocktail, mais bon, si t'as un brunch, c'est cool aussi. Oui, non, hein. mais ça peut être le dimanche midi. C'est ça, tu fais un brunch, un Bloody Mary, un Bloody César comme ils font à Montréal, avec le jus de palourde à l'intérieur. Ça, on va pas le nier, c'est quand même très très bon. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas de moment. C'est comme le style de bar, tu vois. Tu me dis, il y a un style de bar que tu préfères? Non. Ça dépend du moment, du mood, la musique, c'est pareil. En fait, c'est vraiment en fonction de avec qui t'es, le moment que tu passes, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de dire c'est le soir forcément, c'est le midi. Ça dépend de ton mood, quoi. Mais plutôt, t'es 100% focus sur le cocktail, pas en le mangeant avec quelque chose d'autre. Alors, ou est-ce qu'un accord cocktail si, moi j'adore ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avec Thomas Pelzeril et Antoine Pétier à Villa-Lacoste pour Hélène Darros quand je travaillais là-bas. Donc ça, c'était vraiment mon cheval de bataille, entre guillemets, où je trouve qu'il y a un truc super intéressant à faire. Tu peux faire des trucs fabuleux, hein. Perché, mais fabuleux. Thomas, il faisait un plat à la betterave réglisse, crème de tête de crevette. Caviar. Et moi, j'avais fait un cocktail qui était comme un dry martini avec du Chacolí de chez moi. Donc, c'est un vin très acide et légèrement perlant. J'avais fait une vodka infusée au bleu de Queyras, donc le fromage bleu. Wow. Et j'avais fait une infusion sur le Chacolí au fenouil. Donc, je mélangeais comme un dry martini. Donc, les gens devaient manger, boire, se rincer le palais avec ça. Et du coup, il y avait tout un jeu qui se faisait parce qu'il y a du gras dans son plat, il y a aussi du sucrant avec la betterave, parce qu'elle était cuite en croûte de sel, et en pickles, t'en avais aussi. T'as le caviar qui popait en bouche, et du coup, en fait, t'avais ce cocktail au bleu qui venait aussi derrière. Tout seul, c'était ignoble. Ouais, tu bois pas ça tout en seul, apéro. Franchement, je le conseille pas. Même moi qui aime les trucs perchés, là, c'était vraiment très loin. Mais par contre, avec le plat, exceptionnel. C'était, en fait, c'était un accord qui, quand tu le prenais, vraiment, ça avait du sens. En fait, ça complémentait le plat. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien faire les accords, où je trouve ça super intéressant. C'est que t'apportes quelque chose de totalement différent avec un cocktail, une longueur en bouche, comme si tu vas nettoyer ton palais. Donc, en fait, ça fait un jeu comme si t'avais des ingrédients en plus dans ton plat, en fait.
parce que t'as un support en plus, qui est l'alcool. Trop intéressant. Ouais, et j'imagine que du coup, pareil, en termes de pure créativité et de imaginer le truc, ça doit être trop cool d'avoir ce truc en complément et tout. Enfin, je trouve que ça donne une autre dimension aussi au métier. Ça demande beaucoup de travail. Ouais. Après, comme je te disais, si t'es comme moi, t'es instinctif, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu, tu rigoles, tu t'amuses, t'échanges avec des cuisiniers. Moi, je suis comme un enfant, donc moi, ça me va très bien. Mais oui, c'est beaucoup de réflexion quand même. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir une base de données, s'intéresser à la nourriture aussi, comprendre le mélange et saveurs, et comme je te dis, savoir pourquoi tu le fais. Donc à partir du moment où tu as déjà ça, non, mais c'est clair. C'est beaucoup plus simple. Mais je trouve, tu vois, en plus avoir ce truc de nouvelle lecture, enfin, de dire que parce que tu vas manger avec ça et tu vois, avoir cette alternance et tout, t'as une nouvelle lecture du cocktail, je trouve que c'est assez fascinant. Enfin, j'imagine, tu vois, que ça doit être hyper intéressant de travailler comme ça en se disant, mais c'est toute une autre vision, en fait. Tu peux pas, mais ouais, c'est ça. C'est un nouveau vision, champ en fait. T'es là pour... Après, ça, c'est parce que moi, c'est ma vision. Si je fais un cocktail, tu vois, on pourrait prendre le truc bête et te dire, il a mis de la betterave, je fais un cocktail à la betterave. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. De remettre de la réglisse parce qu'il a mis de la réglisse. Ben non, en fait, moi, mon but, et ça, c'est peut-être parce que après, c'est propre à chacun. Mais pour moi, je veux pas être dans la même tonalité que le plat. Pas parce que je veux effacer le plat, hein, c'est pas le but, il est pas là. En fait, je veux le complémenter. C'est ça, ouais. Et ça, cette approche-là, elle est beaucoup plus complexe, mais elle est encore beaucoup plus fun parce que du coup, t'es en train de te torturer les méninges pour savoir. Bon, alors il a mis ça. Et souvent, les plats, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de trucs. Les chefs aujourd'hui, ce qu'ils essaient de faire, c'est de justement avoir des plats où il y a de l'acidité, il y a du sucrant, il y a quelque chose qui vient apporter de l'épice. Donc c'est assez complet. Donc toi, dans tout ça, il faut que tu trouves. Tu trouves une palette qu'il a pas pris encore et que tu la prennes pour agrémenter son plat. Et ça, c'est génial, c'est un jeu, quoi. Ouais, je trouve que c'est trop... juste quand tu l'écris, ça a l'air trop intéressant. C'est quoi justement la dernière saveur que t'as découverte et aimée ? Une saveur que peut-être tu te dis, j'ai envie de la tester prochainement dans un cocktail. La dernière saveur que j'ai... Ah, c'est un peu compliqué, là. Tu peux réfléchir un petit peu. Ouais, c'est vrai que je débite en plus. T'as pas goûté un truc un peu fascinant? Alors si, là t'as Raya en épicerie iranienne, super intéressant. Ils ont de très très bons produits. J'avoue que son sumac brun est excellent. Mais c'est des produits que je connaissais déjà un petit peu parce que moi, en fait, dès que je vais dans une épicerie ou un truc, dès que je connais pas, j'essaie de prendre. Là, il n'y a pas vraiment de produits encore pour l'instant. Après, j'ai pas fait tous les stands. Il y a peut-être des épices. Si, ça je mens. Je parle trop vite. J'ai pas assez réfléchi. Il m'a fait tester la cardamome noire qu'il a. Okay. Et en fait, c'est une cardamome qui est fumée. Ok. Je connaissais pas du tout. C'est pas la même cardamome. Elle est beaucoup plus grosse. Et c'est assez impressionnant. En fait, au début, tu le goûtes, t'as le fumé. Mais c'est pas un fumé trop fort comme le bois de hêtre. C'est vraiment un peu suave, tu vois. Et après, t'as l'impression que c'est mentholé léger. Et d'un coup, ça t'explose en bouche. Et vraiment, ça t'anesthésie le palais. Très intéressant, je pense, à bosser avec parcimonie. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de produits, parce que je me suis déjà pas mal intéressé à pas mal de choses. Je dis pas que j'ai oublié. Ah si, l'amande sauvage aussi, il avait. L'amande sauvage était très excellente. Pour l'instant, j'ai pas vu les autres épices, donc là, c'est un peu trop court pour moi. Mais non, il y a pas de truc qui m'ont dit où il faut... Je te dis, ça vient moi sur le moment. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là où ça vient sur le moment, je goûte un truc, il faut que je fasse. Ok. Mais là, potentiellement, tu te dis, cette cardamome noire ou cette amande sauvage, potentiellement, un jour, tu te diras, tiens, c'est exactement ça, ça pourrait être parfait pour faire ce cocktail-là, quoi. En tête, ouais, c'est ça. Je suis plus dans ce délire-là où, tu sais, j'ai testé plein de trucs et un autre jour, je sais pas pourquoi, je vais faire une course, et puis je vais me dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Alors que le truc est plus sous mes yeux, hein, mais ça vient comme l'expression que je ne dirais pas parce qu'elle est un peu vulgaire, mais c'est vrai que ça vient comme ça. Il n'y a pas vraiment de trucs qui me disent sur le moment, il faut que je teste. Ça pop comme ça tout seul. En fait, je teste plein de trucs et je garde la palette aromatique en tête, quoi. Bah écoute, merci, c'était absolument passionnant. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Est-ce que tu as envie de faire passer un petit message pour clore cet épisode, un mot de la fin? Ouais, un petit message. Après, je suis personne pour faire passer un message. Non, mais un petit mot de la fin pour... un petit mot de la fin. Non, moi, je pense que ce qui est bien aujourd'hui, c'est dans le milieu surtout du bar, de redescendre un peu dans ce qui est de notre métier. Hein, c'est un métier de service avant tout, de se faire plaisir, c'est sûr. Et ça, par contre, j'enlèverai à personne parce que je suis le premier à le faire, à faire des cocktails geeks, s'amuser.
mais de le rendre plus accessible. Je pense réellement que dans notre milieu aujourd'hui, l'approche de dire on a fait ci, on a fait ça, les gens ils s'en fichent. Ce qu'il faut faire, c'est faire vivre à travers des émotions, parce que c'est notre métier. En fait, on fait un métier de convivialité, de partage. Pour moi, on est là pour recevoir les gens et partager notre passion. Et je pense qu'à partir du moment où c'est fait avec le cœur, en fait, il n'y a pas de raison de trop se prendre la tête, quoi. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!